Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça va, tout va bien, vraiment comme d'habitude, comme la dernière fois, pas à se plaindre, on se dépatouille des choses comme on peut. Mais voilà, je reviens avec un épisode avec trois petites choses à vous montrer. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je ne sais pas. Voilà, j'ai un patron qui vient d'être publié sur Ravelry et deux en cours à vous montrer. Et ça fait pas beaucoup, mais du coup, c'est pour ça, je suis un peu perturbée. Mais voilà, donc ça va être un petit épisode. On revient au Laker et voilà, et on essaie un petit peu de se détendre. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, au mieux possible. Et voilà. Donc je vais commencer. Je me suis pris des... J'ai fait des petites notes parce que la dernière fois c'était vraiment pas possible. J'étais complètement déphasée et j'oubliais la moitié des choses que je voulais vous dire. Du coup j'ai un petit pense-bête ici. Si je regarde en bas, c'est pour ça. Et voilà, donc je vais commencer. Je mets tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tous les liens vers ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, et, mes patrons sur Ravelry, et ma page Patreon. Oui, on parle de Patreon, c'est ça que j'avais un petit peu zappé dans ma préparation mentale. Voilà. Donc je vais commencer avec un patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry et c'est un patron que j'aime beaucoup et qui a un petit peu eu des à-coups dans sa sortie. C'est un patron qui devait sortir pour le Meet It, du coup, qui a été reporté à fin juin, je pense que vous savez. Je pense pas pouvoir y aller fin juin, mais on fera peut-être quelque chose, on verra. Donc c'est un modèle qui a été fait en collaboration avec Maison Corlaine, donc Aurore et Guillaume, qui vous savez sont des teinturiers dont j'aime énormément le travail. Et donc au Knit It de l'année dernière, je leur avais pris quelques pelotes de leur base Corlaine, donc qui est une base 100% mérino d'Arles, qui est une base fingering très particulière, donc j'en parlerai un petit peu après, mais voilà, il s'agit du pull Diomir, donc c'est un pull qui se construit en top down, donc il se commence par le cou, avec hop, le bas, le dos plutôt, le dos de la nuque qui est tricoté à plat, puis un raglan, hop, un raglan avec une ligne de raglan assez épaisse de 3 mailles. Voilà, donc le raglan, la construction du raglan est notée en tableau, donc parce que je trouve que c'est un système qui est plus facile à suivre. Je vous en avais parlé dans mon podcast, pas le précédent, celui d'avant, je crois. Oh, je suis perdue. Oui. Ça vous permet en fait de suivre rang par rang le raglan, de savoir où vous devez faire des augmentations, est-ce que c'est sur le corps, est-ce que c'est sur le manche, est-ce que sur les manches, est-ce que c'est sur les deux. Et dans ce patron là, donc avec j'ai fait un petit test de mettre en fait le tableau de raglan et des rangs d'exemples, c'est-à-dire que si dans le tableau vous voyez une case comme ça, une case blanche, une case avec une croix, une case avec 2 croix, ça veut dire qu'il faut faire tel rang. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé pour un petit peu mieux appréhender ce tableau de raglan, que ce soit un petit peu plus clair. Et a priori, avec mes testeuses, ça s'est très bien passé. Elles étaient toutes, se sont toutes très bien accoutumées et la plupart, la majorité en fait, ont dit qu'une fois que c'était bon, qu'elles préféraient cette méthode-là. Donc je suis super contente parce que je préfère fonctionner comme ça aussi quand il y a un raglan un petit peu plus complexe, dans le sens où il faut qu'il y ait une certaine aisance sur le corps, une certaine aisance sur les manches, et du coup c'est beaucoup plus lisible, je trouve, de fonctionner comme ça. Donc un raglan, tout ce qu'il y a de plus simple avec du jersey, ensuite les manches en attente, et vous avez donc un corps avec pas mal d'aisance quand même. Je pense que moi j'ai entre 10 et 15 cm, et vous avez au niveau de la taille ce jeu de jacquard, un motif vraiment hyper simple
qui du coup se retient hyper facilement. Et toutes les finitions sont en côte 4-2. Voilà, donc sur le col également. Et sur les poignées de manche aussi. Et donc au niveau de la manche, au même niveau que le début du jacquard, vous avez ce motif-ci, qui est là aussi tout simple. Et donc c'est voilà, c'est un pull un petit peu vintage dans l'esprit, en tout cas avec les grosses lignes de raglan. J'ai voulu faire une encolure un peu plus dégagée que ce que je fais d'habitude. Moi vous savez, j'aime bien les... j'aime bien les cols, vraiment qui t'étranglent. Les cols très près du cou. Mais du coup j'avais envie de faire un petit peu quelque chose de différent pour une fois. Plutôt que de me prendre à chaque fois tous les commentaires. C'est super joli, mais le col est trop près du cou pour moi, c'est pas possible. Oui, je sais. Mais du coup, voilà, j'essaie de varier un petit peu. Et donc là, le col est un petit peu plus arrondi sur le devant. C'est tout simplement juste plus long ici avant de rejoindre en rond. Donc ça a plutôt bien marché. Je voulais pas non plus que ce soit trop lâche. Mais voilà. Donc au niveau du motif de jacquard, c'est vraiment tout simple. Il y a pas de croisement de fil, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête du tout. Donc si vous n'avez jamais fait de jacquard, c'est un modèle qui est tout à fait adapté aux débutants, puisque on est sur les parties sans forme du pull, donc sans augmentation à faire, sans diminution. Ce sont des répétitions courtes, des petits motifs, donc ça va vraiment tout seul. Et voilà. Il y a un jeu en fait de dominance des couleurs qui est expliqué dans le patron. Alors, je me suis déplacée dans la maison. Nous avons changé de studio d'enregistrement. Je suis en fait dans ma chambre et la lumière est pas pareille. Du coup, voilà, on est un peu sur un clair-obscur. Voilà, c'est... peut-être que si je mettais des bougies, je pourrais faire que... C'est quoi le nom de ce peintre? Quelle horreur! Ah, je l'ai perdu. Vous savez ce peintre qui fait des, du coup des jeux de lumière hyper beaux avec des éclairages à la bougie. J'ai oublié son nom. Mais voilà, on pourrait faire un petit peu cette ambiance là, donc je suis désolée, la lumière est hyper changeante. Voilà, je pars... On est dans le même esprit, c'est-à-dire que j'ai un pull qui fait un petit peu années 90, donc vintage, peinture italienne, renaissance, machin... il me semble que c'est un peintre italien. Voilà, je ne sais plus rien. J'oublie tout. Je doute de tout. On se concentre. On se concentre. On revient sur le sujet. Donc, il y a un jeu de dominance des couleurs qui est expliqué dans le patron comme toujours. En fait, sur cette partie-ci, du coup, c'est la couleur techniquement contrastante, donc la couleur la plus claire, qui est en fond. Pour faire mieux ressortir les petits accros de la couleur foncée, alors que là on est sur un système un peu plus habituel où la couleur de fond est en fond et la couleur dominante c'est la couleur la plus claire. Voilà. Mais tout est expliqué dans le patron, du coup ça vous force un petit peu à comprendre pourquoi les appellations couleurs principales, couleurs contrastantes, comment est-ce qu'on peut lier ça un petit peu à la dominance des couleurs et qu'est-ce que ça donne concrètement, qu'est-ce qui est le plus visible en fonction de cette dominance. Donc tout est expliqué dans le patron, c'est rien de très compliqué, vous n'avez même pas besoin de le faire si ça vous ennuie en fait. C'est juste un petit détail, toujours la dominance des couleurs c'est vraiment... c'est quelque chose qui est intéressant, qui se voit quand on fait une bêtise en fait, mais qui, à partir du moment où vous faites toujours la même chose, franchement c'est vraiment un petit détail de minutie et de précision qui n'a pas d'impact énorme sur votre travail. Mais c'est intéressant si ça vous amuse d'y faire attention. Voilà, donc le pull est vraiment rapide à faire, hyper simple. Alors il est facilement modifiable, c'est-à-dire que vous avez les manches qui sont pas forcément très serrées, mais avec voilà, un petit peu de diminution ici. Le corps est droit. Alors la longueur du corps est bien sûr modifiable. Moi je l'ai fait assez crop.
Et alors, les indications de mesure de longueur du corps dans le patron, c'est toujours c'est une moyenne, du coup c'est parfaitement adaptable. Je préfère mettre une moyenne plutôt que de mettre des mesures définies pour chaque taille, parce que je trouve que ça induit en erreur en fait quand on... Je sais pas, moi j'ai le sentiment que si je vois que... Quand un patron me dit pour la taille 1 vous faites X centimètres, taille 2 X centimètres, du coup j'ai l'impression que c'est un peu figé. Et j'ai peur que ça incite les gens à un peu foncer tête baissée. Alors que bah, ça marche pas en fait, parce que bah forcément si vous faites 1m80 et 130 cm de tour de poitrine, c'est pas pareil que si vous faites 1m50 et 70. Du coup je préfère donner une moyenne moi dans mes patrons, donc en fait la mesure qui est donnée c'est un repère. En fait moi ce que je fais c'est que je tricote jusque là et après j'essaye. Et je trouve que c'est un petit peu plus responsabilisant. Et du coup la mesure qui est importante c'est pas la première. Ce qui est le patron, c'est sensiblement toujours la même chose pour mes patrons, surtout en top down. Je vous dis du coup tricoter jusqu'à X centimètres ou X de moins que la longueur voulue. Et c'est ça qui est important en fait, parce que du coup vous savez ce qui va venir après. Je trouve que c'est plus... Je sais pas, ça vous permet un petit peu mieux de vous approprier le patron en fait, de vous dire bah plutôt que de faire tant de centimètres et c'est comme ça, pas autrement, et à la limite je vais même pas essayer parce que le patron est hyper précis et du coup et me donne pas d'indication de coupe, et au final se retrouve avec quelque chose qui va pas, ce serait dommage. Je trouve que, je sais pas, je préfère personnellement vous dire bah il faut que ça tombe à peu près comme ça sur votre corps et après on va rajouter tant de centimètres à la fin, donc si vous voulez ajuster la longueur il faut le faire. Donc là l'idée et ce qui est marqué dans le patron c'est que le jacquard doit commencer, si vous voulez que ça rende le même effet que moi, il faut que le jacquard commence sous la poitrine, donc c'est ce qui est écrit sur le patron, vous tricotez jusqu'à ce que ça atteigne sous la poitrine et ensuite pour une proportion de jacquard comme la mienne ce sera tant de centimètres. Et après pareil pour la bordure en côte, si jamais vous voulez un jacquard plus long. Voilà, à chaque fois je donne ce qui va venir après en fait en mesure. Du coup ça vous permet d'ajuster la longueur du corps. C'est pareil pour les manches, plus facilement. Du coup pour les manches là c'est super facile, puisque si vous faites le corps d'abord, enfin vous faites soit l'un soit l'autre, mais une fois que vous avez fait l'un des deux, du coup vous faites les manches et en fait vous commencez le jacquard à la même mesure. Et vous faites les manches jusqu'à ce qu'elles vous aillent. Voilà, je préfère faire comme ça parce que ça m'embête vraiment de donner des mesures qui fatalement sont pas bonnes en fait. Moi quand je suis les mesures définies d'un patron, ça me va jamais. C'est jamais comme je veux, pour les longueurs en fait, parce que c'est hyper personnel en fonction soit de votre morphologie mais aussi de vos goûts. Moi je sais que ça correspond jamais pour moi, donc je me dis pour les autres ça doit être pareil sinon pire, et c'est pour ça que je préfère donner une moyenne. Et c'est toujours un petit peu le jeu entre donner le plus d'infos possible, le plus de clés possible, et pas trop vous prendre pour des bébés, parce que ouais je sais pas, j'ai l'impression que quand on est trop précis en termes de mesure, en termes de ce qui en fait devrait être personnalisable, puisque quand on fait un modèle, quand on tricote, bah a priori on a les moyens de faire en sorte que ce soit exactement comme on veut. Et si là où il y a une marge de personnalisation pour les tricoteurs, on est trop strict, j'ai l'impression du coup que ça pousse à pas réfléchir. Donc voilà, vous avez quand vous tricotez un modèle, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit de réfléchir, mais vous avez le droit de réfléchir pour que le modèle vous aille, pour que ce soit votre projet, puisque au final ça ne sert à rien de suivre un patron bêtement qui au final ne vous aide pas. Donc voilà, c'est toujours le truc, un petit peu prendre sa responsabilité aussi. Donc les mesures longueur sont vraiment des moyennes, c'est des repères en gros. Mais là où il faut prêter attention en fait à ce que le patron donne comme indication, donc là en l'occurrence le jacquard bien sous la poitrine, après plus ou moins selon ce que vous voulez, et ensuite ce sera tant de centimètres de moins que la longueur finale.
Donc c'est ça qui est important à regarder et qui vous permet un petit peu mieux d'adapter. C'est comme ça que je fonctionne, j'espère que c'est clair. En tous les cas, faut pas hésiter à demander, voilà, et à faire en sorte que ce soit votre choix en fait, parce que c'est vous qui allez le porter, c'est pas moi. Donc il y a toujours cette chose un petit peu étrange quand les gens demandent l'autorisation de modifier un modèle. Alors quand c'est dans le cadre d'un test, je comprends, bien sûr. Voilà, vous commencez pas à faire des trucs complètement ahurissants sans prévenir quand vous faites un test. Mais même quand c'est pas dans le cadre d'un test, parfois j'ai des gens qui me demandent l'autorisation de faire ça ou ça. Je suis pas la seule, j'ai entendu d'autres designers dire ça, et je comprends pas, hein. Je dis mais oui, mais justement, s'il vous plaît, faites le plus de trucs bizarres possible, comme ça on a vraiment un panel de personnalisation énorme. Et là ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que du coup on peut vraiment jouer avec les proportions, et vous avez parmi les versions test plein de choses différentes, des gens qui ont des jacquards plus longs, plus courts, des gens qui ont des corps plus ou moins crop, pas du tout. Vous avez Chantal, du coup, qui est une de mes testeuses récurrentes, qui a fait une version gilet. Voilà, et c'est assez intéressant. Comme souvent avec le jacquard, c'est hyper marrant de voir que en fonction des couleurs choisies, du type de couleur choisi, ça n'a rien à voir. Si vous choisissez des couleurs très vives, il y a des versions bordeaux et crème, des choses beaucoup avec des couleurs un petit peu plus saturée et vive, c'est hyper joyeux, c'est hyper graphique et moderne, alors que le mien avec ses tons un petit peu plus grisés, ça fait un peu plus voilà, ça fait un peu plus vieilli, et donc on a vraiment des looks complètement différents et c'est hyper intéressant. Donc si vous avez envie de rêver à des associations de couleurs, je vous encourage à aller voir les versions test qui sont super sympas. Voilà, au niveau de la laine utilisée, donc moi j'ai utilisé, comme je vous dis, la Corlaine de Maison Corlaine, qui est une laine assez particulière et qui est une laine absolument parfaite pour ce modèle. Donc c'est une fingering, c'est-à-dire qu'elle a 375 mètres pour 100 grammes, mais elle gonfle énormément. De base, je l'ai prise, j'avais un peu l'impression qu'elle était très proche de la Ulysse de Dererum Natura, mais pas tout à fait. Elle se comporte pas forcément pareil, elle est un petit peu plus dufteuse et elle fait un tricot plus uni, encore plus uni, c'est-à-dire qu'une fois bloquée, elle est vraiment lisse, les mailles sont vraiment hyper gonflées. C'est vraiment... J'aime énormément le rendu, j'ai complètement craqué sur cette laine, je pense que je m'en reprendrai dès que possible. Alors oui, il faut que j'écrive à Aurore pour lui demander où ça en est. Forcément pendant le confinement, les envois sont pas possibles pour protéger les facteurs et les gens et tout ça, et pour pas saturer les réseaux. Du coup, ils ont un petit peu de cette base en stock, et voilà, faut voir est-ce qu'on la précommande, est-ce qu'on attend la fin du confinement, mais en tout cas dès que ce sera possible, et notamment je l'espère sur les prochains salons, le Knit fin juin, où sera Maison Corlaine, dès que ce sera possible, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à cette base, parce que j'étais complètement bluffée. J'aime vraiment, c'est pas comme la Ulysse, je la trouve un peu plus douce, un peu plus uniforme, en la tricotant, j'avais une impression qu'elle serait prône, le français, qu'elle serait propice à faire des bouloches. Et en fait non, mais pourquoi je sens ça? Parce qu'elle a cet effet un peu duft doux et lisse avec un très léger halo, mais alors je les frotte machin, le truc était plié complètement, j'en ai un peu porté et j'ai pas de bouloche même aux endroits de frottement, donc c'est vraiment particulier, et j'en suis absolument ravie. Donc dès que possible, moi je pense que je m'en reprendrai parce que je l'aime énormément. Et surtout elle est très économique parce qu'en fait, donc c'est un fil fingering, mais l'échantillon est de 21 mailles,
je crois. Je ne sais plus, c'est mon propre patron. Bref, c'est un échantillon plutôt sport, voire déca, en fait. Alors ça marche avec des figurines très épaisses, mais si vous ne prenez pas la Corlane, je vous conseille de vous tourner vers des laines sport, vraiment, sinon vous allez avoir des problèmes d'échantillon. Puisque, en fait, avec un échantillon super lâche, même de la figurine, là en fait le tricot est pas du tout ajouré. Mais c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que c'est mieux en termes de gonflant que toutes les autres figurines gonflantes cardées que je connais. Donc on peut vraiment aller super lâche avec des super grosses aiguilles, pas non plus des aiguilles de 10 mm, mais bon vous m'avez compris. On peut vraiment la tricoter à un échantillon de déca, ce qui fait que forcément on utilise moins de laine. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais en train de tricoter, j'avais un petit peu peur de manquer de fil, puisque j'avais juste 2 cakes de la couleur principale et un cake de la couleur contrastante. Et en fait, il me reste, j'ai beaucoup de reste. C'est-à-dire j'ai fait un pull complet avec des manches plutôt longues, crop, mais pas non plus, il m'arrive en haut des hanches, je crois, et avec un peu d'aisance, même pas mal d'aisance, et il me reste beaucoup de laine. Je crois que j'ai utilisé moins de 700 mètres. Pour ma taille, j'ai fait la taille 2 ou 3. Donc c'est une laine qui est vraiment hyper économique. Mais si vous prenez un autre type de laine, je vous conseille vraiment de vous tourner vers des laines sport, voire déca, pour regarder l'échantillon en fait, comme tout le temps. C'est l'échantillon qui va déterminer un petit peu le poids de laine que vous devez prendre en fonction de ce que vous aimez. Donc ne prenez pas les figurines toutes fines, sinon ça va être très ajouré, sauf si c'est ce que vous voulez aussi, mais sachez que du coup pour du jacquard ce sera peut-être un petit peu, le rendu sera un petit peu moins bon. Donc je vous conseille 1000 fois la Corlane de Maison Corlane qui est vraiment, je suis complètement fan. Sinon vraiment des laines sport, la Ulysse marche, ou des décas un petit peu plus fines. Si vous voulez de la laine super wash, partez plutôt sur une déca. Ça vous permettra d'avoir un jacquard suffisamment dense pour être hyper joli. Et voilà. Au niveau des coloris, le coloris principal c'est Philomène, donc la couleur est pas mal. C'est-à-dire que malgré notre charmant effet de clair-obscur, en fait si je me tourne comme ça c'est mieux. J'ai moins la tête coupée, mais je peux pas. Malgré notre effet peinture à la bougie, j'ai la bonne couleur, j'ai l'impression. Donc c'est ce bleu canard grisé, quelque chose comme ça. À chaque fois que je parle des couleurs de Maison Corlane, je vois Guillaume faire des gros yeux et dire non mais c'est pas tout à fait la bonne teinte. Voilà. Et le coloris clair, c'est le coloris Léon qui est un gris un peu légèrement bleuté. Mais voilà, j'ai très envie de commander de la Corlane pour me faire d'autres pulls parce que elle est super agréable. C'est super léger comme je vous l'ai dit, du coup on peut la tricoter à un échantillon lâche, ça fait un pull qui est hyper léger, qui tient quand même pas mal chaud. Donc j'en suis super contente. Voilà pour Diomir. Je pense que je vous ai tout dit. Il y a comme pour les sorties un petit code promo qui vous donne moins 15% sur le patron. Donc c'est le code Diomir et tout sera écrit en description. Donc j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi c'est un patron qui a pas mal changé d'idée. Pendant que je le tricotais, j'ai changé pas mal de fois l'idée du jacquard et au final j'aime énormément le résultat. J'aime le raglan épais, j'aime l'encolure un petit peu plus dégagée quand même. Et voilà. J'espère qu'il vous plaira. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir les versions test qui sont assez même très différentes et ça donne pas mal d'inspiration. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Oui, sur ce modèle. Donc je vais passer à mes encours. Et alors je n'ai pas avancé sur mon pull Colm que je vous ai montré la dernière fois, mon pull en couleur rouille avec plein de points de blé et de My Torse. J'ai pas avancé dessus puisque vous allez voir. Donc je vais vous montrer
mon premier en cours, donc qui est le châle que je design avec les laines Les Petites Potions, donc les laines de Déborah. Et en fait, je me suis super mal organisée. C'est-à-dire que je cherche les ennuis. Là je suis un peu sur les modèles de juin. Et donc le châle Emelda, donc qui est le châle que j'avais commencé, que je vous ai montré la dernière fois, devra sortir mi-juin normalement. Sauf que j'ai besoin de quelque chose début juin. Pour mon anniversaire, je veux toujours sortir un patron le premier. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je commence le truc mi-juin avant de commencer le truc du premier. Donc, complètement décalé. Du coup, vous allez voir mon cours d'après, c'est pour début juin. Mais du coup, voilà, j'ai voulu avancer le plus possible mon châle tout en commençant aussi un autre modèle. Mais du coup, j'ai pas pu travailler sur l'autre en cours, mon cours perso. Un peu laissé de côté, ça ne m'amuse pas de tricoter que des designs, mais en même temps je tricote moins, en ce moment je tricote moins vite, je suis très facilement distraite. Voilà, je dessine un peu, je joue aux jeux vidéo et je suis un peu en mode... voilà, c'est pas toujours à fond. mais ça va, c'est pas une question d'humeur parce que je suis plutôt de bonne humeur, ça va, mais c'est plutôt que... je suis un peu distraite et j'essaie un petit peu de réorganiser des choses et du coup tricoter sur des modèles en sachant que je vais avoir d'autres choses à faire et qui vont les arrêter, les mettre en pause plutôt, du coup ça me perturbe et du coup j'ai un peu du mal à avancer aussi vite que d'habitude, mais toujours est-il que j'ai quand même quelque chose qui ressemble plus à un châle que la dernière fois, n'est-ce pas? Donc la dernière fois j'avais quoi? J'avais ça, j'avais un petit bout là. Et du coup j'ai continué mon châle, donc je pense que je vous avais dit que ce sera le châle Emelda, que je tricote avec la laine Les Petites Potions, donc hop, Les Petites Potions, donc dans sa base Sweet Alpaga qui n'est pas disponible pour l'instant sur son site, elle n'en a pas en stock, mais a priori quand le modèle sortira, tout sera revenu à la normale et elle pourra vous proposer différentes associations de couleurs, donc ce sera super chouette. Je voulais, parce qu'elle m'a dit un truc qui m'a fait rire. C'est assez marrant quand je parle de... Je pense que ça arrive aussi à d'autres gens qui font des podcasts. Quand je parle de un gros corbeau... Oui, on a Ekel et Jekyll hein, ici. Il y a quelques semaines, je sortais les chiens dans le jardin et j'ai entendu clac, clac, clac. Mais des claquements assez secs, mais j'entendais bien quand même. Et je me retourne et je vois au bout de la rue 2 énormes corbeaux. Mais les trucs comme ça. Et ce que j'entendais, c'est leurs pas sur le goudron. J'ai entendu. Ils étaient tellement gros que, alors c'était peut-être en fait, ils tapaient peut-être avec leur bec sur quelque chose, mais du coup ça m'a beaucoup fait rire parce que c'était vraiment 2 trucs énormes et nous, les chiens, on a des bulldogs français, donc il y en a un qui a une taille considérable, mais l'autre elle est toute petite. Si vous voulez, elle fait 8 kilos quoi, elle mange rien en plus, elle est pénible, et du coup c'était assez marrant parce que c'était là, rentre, tu vas te faire bouffer, rentre. Enfin, bref, je pense que c'est l'un d'entre eux qui était là. Donc, bon, bref. Les corbeaux. C'est assez marrant quand je parle d'une marque ou de quelqu'un ou d'un modèle dans un de mes podcasts, vous allez rapporter ce que je dis. Là par exemple Déborah m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller voir ton podcast parce que tu parles de moi, donc c'est marrant. Vous n'êtes pas obligé d'aller leur dire ça. Enfin c'est gentil hein, mais il y a des gens qui regardent pas les podcasts et il n'y a pas de... Enfin c'est normal. C'est même sans doute des gens un petit peu plus normaux. Mais oui, du coup, c'est juste marrant parce qu'à chaque fois... Après, j'ai les retours des gens. Oui, on m'a dit que t'avais dit ça. Du coup, c'est marrant. Mais du coup, oui, voilà. Déborah aura... au moment voulu, elle aura cette base, donc qui est une base mélange alpaga, cachemire et soie, et qui est alpaga, cachemire et soie, j'oublie tout le temps lequel est lequel, mais voilà, qui est une très belle base.
Et donc je fais un châle avec, avec cette base. Et donc l'idée de ce châle, c'est un châle, un triangle asymétrique avec des rayures en jersey, plein de jolies rayures. Voilà. Et de la dentelle, donc j'ai fait un premier motif de dentelle, comme ça vous le voyez ici. Je vous avais montré mon échantillon la dernière fois, mais là vous le voyez tricoté en action dans le châle. Je sais pas ce que vous voyez, c'est pas bloqué donc c'est pas très beau, mais ça veut peut-être vous donner, voilà, si je tire dessus ça donne peut-être une meilleure idée à peu près. Voilà, donc une dentelle d'inspiration japonaise du coup, avec des toutes petites nappes au milieu, voilà, des rayures. Et donc là je suis partie sur la fin du châle, et donc ce sera une grosse portion de dentelle, quasi que de la dentelle, jusqu'à la fin en fait, avec une petite bordure en point mousse. Et j'ai changé d'avis par rapport à la dernière fois. La dernière fois je vous disais que j'essayais de réfléchir à des bordures pour ce châle parce que je voulais pas les laisser toutes accrues comme ça, et je vous avais dit que je voulais reprendre la bordure d'augmentation. Et ben j'ai changé d'avis en fait, parce qu'en fait j'ai pas réfléchi, mais c'est cette bordure là qui sera la plus longue en fait, qui est la plus droite. Et du coup moi ce que je voulais, je trouvais plus logique d'avoir la finition de la dentelle, parce que du coup le châle sera comme ça avec la dentelle là, et du coup ce sera les deux autres côtés du triangle, donc celui qui sera comme ça avec la dentelle et celui qui sera comme ça avec du coup l'autre bordure, et je trouvais plus logique de finir l'autre côté du triangle, celui du dessous, parce que du coup celui-ci qui est droit et uni, c'est un petit peu, si vous voulez, le plus gros côté. Je trouvais plus logique que ce soit les deux petits côtés qui aient des bordures distinctes, et que le gros côté soit... j'arrive pas à m'expliquer. Dans ma tête, c'est logique. Il y a quelque chose, il y a une explication dans ma tête. Mais bon bref, disons que je voulais que la bordure la plus longue reste telle qu'elle au final. Et du coup, ben, la dentelle finira en la bloquant avec une certaine forme. Et du coup, je reprendrai cette bordure-ci. Et pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que je me suis dit que ce serait sympa. Donc ce que je veux faire, c'est relever les mailles, en fait. Là, des deux côtés, on a des mailles glissées et quelques points de point mousse. Donc ce que je voulais, c'est relever les mailles ici, les mailles glissées sur la bordure, mais les relever sur l'envers. Comme ça, en fait, il y aura une démarcation de mailles glissées. Comme ça, en fait, il y aura les mailles glissées seront visibles sur l'endroit du châle. Et je trouvais l'idée assez jolie. On verra quand je le ferai, si je changerai peut-être encore d'avis. Mais voilà, donc l'idée maintenant, mise à jour, effacer tout ce qui s'est passé avant. L'idée, ce sera de relever les mailles de ce côté-ci, de celle qui roulotte en plus, sur l'envers, et de faire quelques rangs de points mousse, soit en couleur contrastante, soit en couleur principale, je peux encore décider, puis un rabat à Nikon. Et la bordure ici, celle où on augmente, celle qui sera toute droite, la plus longue, je pense à laisser telle qu'elle, je verrai. Je sais pas, parce que je me dis que ça peut aussi être intéressant de refaire la dentelle. Mais le truc, c'est que une répétition complète de dentelle, c'est obligé d'être comme ça pour que ça finisse de manière assez jolie. C'est trop gros en fait, il faudrait que ça s'arrête là pour que ce soit harmonieux, je trouve. Donc je pense pas faire la dentelle sur la bordure après avoir relevé des mailles. Je sais pas, je verrai. J'ai pas mal de laine pour faire ce que je décide. Puisque là j'ai utilisé quasi un écheveau de ma couleur principale, donc ce sont des écheveaux de 100 grammes, et les 2/3 de ma couleur contrastante. Donc j'ai un écheveau complet
de la deuxième couleur qui va me permettre de faire une grosse portion de dentelle ici, ça va être super joli. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le bloquer parce que là forcément comme vous voyez ça plisse, la dentelle elle est pas jolie. C'est vraiment pas vendeur, mais bon voilà, ça peut vous donner une idée de à quoi ça va ressembler. C'est super doux, ça glisse bien, c'est super agréable. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est mon châle qui je l'espère sortira mi-juin. Le châle Emelda. Et du coup je l'ai mis en pause puisque comme je vous l'ai dit, je me suis dit mais Audrey, peut-être faudrait-il faire d'abord le modèle qui sortira en premier. Ça peut être une bonne idée éventuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, pour le 1er juin, je voulais sortir un modèle de gilet, un peu de cardigan, un peu loose, un peu manche large, machin, avec un écheveau que j'ai acheté aussi au Knit It l'année dernière au Knit It, après être passé 20 000 fois devant son stand. Je crois que c'est l'un des derniers achats que j'ai fait. J'ai pris un écheveau au petit point parisien. Non mais c'est mieux petit pain parisien en fait, hein. Faut renommer la marque. Décidément, petit point parisien, donc qui est une boutique sur Montmartre et qui teint de la laine aussi. Et je lui avais pris 7 écheveaux de yak single, donc c'est une base mérino, yak et soie, il me semble, je dis peut-être une bêtise, oui c'est ça, qui est une base dentelle, donc avec 800 mètres sur 100 grammes, et qui est une single. Et c'est une base que j'avais déjà utilisée chez d'autres teinturiers pour mon étole lucarne, donc qui est une étole en dentelle dorée que j'avais sortie à la fin de l'année dernière. Et j'aime énormément cette étole en fait. J'ai beaucoup aimé travailler cette base puisque le fait que ce soit une single, ça fait qu'elle se bloque très facilement, elle s'étend bien, elle reste bien plate. Et surtout la dentelle c'est vraiment bien ouvert, c'est super joli. J'aime énormément le yak, je trouve que ça apporte une profondeur hyper intéressante aux couleurs et c'est super doux. Et ça a plutôt bien vieilli puisque cette étole, je l'ai pas mal portée et elle bouloche pas, elle est pas abîmée, alors que c'est de la single, c'est de la dentelle, ça pourrait être assez fragile, mais en fait elle a plutôt bien vieilli. Et ce qui m'a un petit peu confortée dans l'idée que cet écheveau ferait un très joli gilet d'été vraiment hyper léger, hyper aérien. C'est l'idée que j'avais en achetant cet écheveau. Donc c'est le coloris Guimauve Speckles, donc c'est un mauve, ouais, c'est un mauve avec des speckles dorés, un peu rose gold et bordeaux. Et il y a aussi des petits bouts de gris charbon. Et je l'ai acheté du coup dans l'idée de faire une sorte de veste aérienne pour l'été. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et hop, alors j'avance à pas d'escargot. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Ah, j'aime beaucoup. C'est hyper aéré. Donc vous voyez peut-être un peu mieux la couleur là. Oui, voilà. Là, la couleur se voit mieux. Donc ça va être un gilet en raglan, c'est un peu pénible à montrer les gilets parce que quand c'est pas fini ça ressemble à rien. Un gilet en raglan, donc j'ai fait en sorte qu'il commence assez serré ici pour éviter qu'il ne tombe parce que ça va être un gilet complètement ouvert, du coup qui sera pas possible de le fermer puisque les pans n'arriveront pas à se toucher là. Ce qui veut dire que du coup la taille sera à choisir en fonction de 2 fois la mesure d'eau en fait. Mais bon, voilà, ça c'est moi qui dois bidouiller des choses. Mais donc j'ai voulu qu'il soit assez serré là, donc on monte assez peu de mailles. Et donc on commence avec un tout petit raglan qui augmente.
jusqu'à des emmanchures assez basses, pas trop, un peu basses et larges, puisque j'avais envie que ce soit des manches vraiment larges et hyper flottantes en fait. Donc que je vous montre le raglan à... Et en point mousse, en fait, vous avez des bandes de point mousse sur les raglans. Voilà, c'est juste quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ma banque. Tout va bien. J'ai payé mon URSSAF, laissez-moi tranquille. Les raglans sont en... En fait, j'enregistre avec mon téléphone. Peut-être que vous... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle. J'enregistre avec mon téléphone, du coup je vois les notifications des gens qui me parlent. Dont ma banque, visiblement. Le raglan en point mousse, on va y arriver. En point mousse, jusqu'à la séparation du corps et des manches où ça continue sur les côtés et où on monte beaucoup de mailles ici pour faire voilà, une emmanchure vraiment très large, c'est exprès, pour avoir vraiment un effet un peu manche dolman, il me semble que ça s'appelle. C'est pas, je veux pas dire kimono, puisque kimono c'est très particulier. Qui plus est, un kimono c'est pas la veste. De ce que j'ai compris, la veste qui se porte par-dessus le kimono s'appelle plutôt aori. Et le kimono c'est plus la tenue totale en fait, la robe, voilà. Les manches kimono, c'est pas vraiment une appellation que j'ai envie d'utiliser, mais voilà. Donc il me semble qu'on dit dolman en vrai, je ne sais pas. Bref, des manches larges quoi, qui tombent un petit peu plus bas et qui soient bien ouvertes et qui seront tricotées droite. Et donc j'ai continué mes bandes de point mousse là, sous les emmanchures sur les côtés, jusqu'à les hanches, et là en fait je vais faire un petit motif de dentelle. Donc c'est de la dentelle toute simple, alors c'est fer à cheval, c'est la dentelle, en anglais c'est horseshoe, vous voyez c'est ce petit motif de triangle comme ça, c'est un motif de dentelle très vieux, vraiment beaucoup utilisé, mais voilà. Donc je vais juste en faire un tout petit peu ici sur le bas du corps. Je pense que je vais faire une ou deux répétitions de plus de ces petits... de cette... celle-là. Ce qui constitue en fait le fer à cheval. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle horseshoe. Donc je vais faire une ou deux juste je pense répétitions, enfin une de plus quoi, pour en avoir deux en tout. Répétition de dentelle. Je vais finir avec un petit peu de point mousse. Et je reprendrai les manches. Donc les manches seront tricotées droites, sans diminution, rien, pour que vraiment voilà, elles soient super larges. Et à la fin des manches, je ferai pareil, la dentelle. Et une finition en point mousse. Donc voilà, il y aura la dentelle au bout des manches, qui seront 3/4, et en bas du corps. Et je relèverai les mailles pour l'encolure, et ce sera aussi en point mousse, histoire voilà, de finaliser, que ça rappelle un petit peu les raglans. Donc c'est l'idée de ce gilet que j'ai essayé et je l'aime beaucoup. Je suis très contente de comment il tombe pour l'instant. J'ai l'impression d'avoir réussi mon truc ici pour que ça soit bien là comme ça. Et j'ai vraiment hâte déjà de finir le corps, je vais finir le corps et je vais faire l'encolure. Pour me donner une meilleure idée de comment il tombe, même si en bloquant ça va pas mal changer, puisque tout va se lisser, d'autant plus que c'est de la single. Mais je suis assez contente de ce à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc moi j'utilise la dentelle, mais on pourra utiliser de la fingering bien sûr. J'ai un échantillon de 23-24, faut que je revérifie en bloquant sur la grande surface. Mais voilà pour mon petit gilet. Donc j'essaie de faire une manche et la bande d'encolure au plus vite pour pouvoir lancer un appel au test. Peut-être que quand vous voyez cet épisode, l'appel au test sera déjà parti, donc n'hésitez pas si vous l'avez vu passer. Je sais pas trop comment me dépatouiller parce que forcément dans ces conditions, si on n'a pas accès à de la laine, c'est un petit peu plus compliqué de demander aux gens de tester. Mais voilà, j'espère qu'il y aura des personnes qui auront de la fingering ou de la dentelle dans leur stash et qui pourront
venir le tester, mais c'est un patron qui est assez simple. Le raglan est hyper basique. J'ai même pas fait de tableau parce qu'en fait les instructions fonctionnent en 2 parties. Ça prend ça sur la page, c'est vraiment hyper rapide puisque il est équivalent manche corps à peu près, pas sur toutes les tailles mais bon. Et du coup c'est hyper facile à écrire et hyper simple et rapide. Et du coup voilà, donc c'est un modèle que je veux sortir le 1er juin pour mon anniversaire. Et du coup, oui, il faudrait que je lance le test incessamment sous peu, mais dans les circonstances actuelles, c'est un petit peu bizarre. Donc je sais pas trop comment on va se dépatouiller, j'espère avoir quelques testeurs, sinon on se débrouillera autrement. Mais voilà, donc il faut un petit peu jongler avec le type de modèle qu'on fait. Donc je me dis peut-être les gens ont de la fingering dans leur stage. Mais voilà, je pense que quand vous voyez cet épisode, soit j'ai déjà lancé l'appel au test, soit je vais le faire très vite. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez recevoir mes appels au test, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail, envoyez-la moi par message sur Ravelry et vous recevrez les appels, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce sera un petit cardigan d'été avec la laine des petits points parisiens. Et j'aime beaucoup cette couleur. Les speckles sont vraiment très bien. Ça ne fait pas de taches, c'est-à-dire ça marche bien. Autant j'ai qu'un grand... C'est assez large puisqu'il y a pas mal d'aisance, donc ça a le temps de bien se répartir et j'aime vraiment le rendu. Donc j'ai bien hâte de l'avancer et de bloquer, surtout pour voir la dentelle une fois finie. Ce sera, je pense, assez chouette à regarder. Voilà pour tout ce que j'ai tricoté pendant l'espace de temps entre les 2 épisodes. Voilà, c'est tout pour le contenu. Je voulais vous faire un petit rappel Patreon, du coup, puisque nous sommes en avril, donc il y a une nouveau mois sur Patreon et donc nouvelle vidéo. Donc si vous ne savez pas, sur Patreon vous avez en fait l'accès à 1 ou 2 patrons par mois au choix sur ma boutique Ravelry en fonction du niveau de soutien que vous choisissez, et vous avez aussi accès à une vidéo technique ou discussion ou vlog ou voilà par mois. Et donc la vidéo du mois d'avril, c'est un petit peu une vidéo tutoriel stick. En fait c'est le tutoriel que j'ai tourné pour le stick du pull tellurique. Je voulais en fait qu'il soit accessible à tout le monde sur Patreon, donc c'est une grosse vidéo sur le stick et sur les pulls bottom-up en général. Donc c'est un petit peu une vidéo d'astuce sur la construction bottom-up, sur comment un petit peu la démystifier, comment l'appréhender, quel type de pull il faut privilégier quand on fait un bottom-up, lesquels sont les plus faciles à faire, avec du coup un tutoriel complet pas à pas sur comment moi je fais mes sticks, des petits conseils et d'autres astuces de finition sur ce pull. Donc comment joindre un cordon rond par exemple, comment faire suivre des motifs, donc dans ce cas précis c'est du jacquard mais ça marche aussi pour tout autre type de motif, comment faire suivre des motifs quand vous avez des diminutions ou des augmentations et que le patron ne vous donne pas des grilles spécifiques et qui vous dit juste de faire suivre le motif. Donc des petites astuces sur ça. C'est la vidéo du mois d'avril sur Patreon. En ces temps particuliers, si jamais... Voilà, je rappelle que sur Patreon, en fait, c'est un peu le moyen le plus économique d'avoir un patron. Donc voilà, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde, c'est même très difficile pour beaucoup. Et du coup, je vous encourage à soutenir les personnes qui en ont besoin sur Patreon. Dans mon cas, si vous voulez un patron, si vous avez du temps pour tricoter chez vous et que vous avez envie d'acheter un patron, voilà, je vous redis juste que
en vous abonnant juste pour un mois sur Patreon. Du coup vous y allez, vous prenez le code et vous repartez aussi sec. C'est moins cher en fait que de prendre le patron sur Ravelry. Voilà, c'est tout. Et vous avez en plus accès non seulement à la vidéo du mois, donc celle dont je vous ai parlé, mais aussi à toutes les autres vidéos, toutes les autres astuces techniques, les discussions, les conseils sur les différents types de laine que j'ai publiés jusqu'à présent. Voilà, donc c'est le petit, la petite précision si en ce moment vous avez envie et que vous cherchez des patrons à tricoter mais que c'est un petit peu difficile financièrement, c'est pas évident pour tout le monde, ouais, c'est clair. Ça sera, je l'espère, pas trop catastrophique, mais bon, c'est mal barré. Mais en tout cas, si ça peut aider, sachez que via Patreon, c'est vraiment le plus avantageux en fait, financièrement pour vous. Et comme d'habitude, ne vous excusez pas quand vous devez arrêter votre soutien Patreon. Je vous déteste quand vous faites ça. C'est fait pour, vous venez, vous partez, vous venez, vous regardez toutes les vidéos au fur et à mesure, vous venez juste quand le thème du mois vous intéresse, vous venez juste quand vous avez besoin d'un patron, puisque comme je vous l'ai dit, ça revient moins cher. Donc voilà, faisons les choses normalement, il n'y a pas besoin de s'excuser. Il y a plein de gens qui font des choses très belles sur Patreon, d'autant plus en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que fait tout le monde. Et voilà, à choisir en fonction de ce dont vous avez envie et de vos moyens. Et il n'y a aucun problème si vous devez partir, que ce soit temporaire ou pas. Vous n'avez absolument pas besoin de vous justifier. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour les petits blabla Patreon mensuels. Donc je vous retrouverai d'ici quelques semaines. Alors le mois d'avril c'est un petit peu la cata, puisque du coup c'est là où tout ce que j'avais prévu a dû être changé. Je regarde là-bas parce qu'en fait j'ai un petit calendrier et du coup où j'avais bien tout noté, tout ce qui était prévu, et du coup ben, en le mettant au mur le 1er avril, ben, j'ai dû tout simplement tout barrer et tout repositionner. Mais a priori je devrais vous retrouver d'ici 15 jours, une quinzaine de jours peut-être, avec d'autres choses à vous montrer. Mais voilà, je sais pas exactement quand. Je ne sais pas quand sortira cet épisode là, puisque je le tourne le 2 avril. Et je sais pas ce que je vais faire. Mais normalement vous voyez ça plutôt début avril. Et plutôt fin avril, je vous retrouverai pour un autre petit épisode avec, je l'espère, du progrès à vous montrer sur d'autres projets. Même si c'est pas sûr, puisque ça va être un petit peu la cata. Avec des projets secrets. On verra comment ça va se passer. Je vous souhaite très bon début d'avril, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous avez tout le courage nécessaire. Et je vous dis à très vite. Salut!